Désolé, papa. Je ne peux pas me permettre de payer tes médicaments pour le cœur à 18 $. Le même après-midi, mon fils a surpris son beau-père en lui offrant un camion à 90 000 $. En silence, j'ai coupé mes comprimés en deux. 3 jours plus tard, son beau-père m'a tendu une enveloppe scellée, et m'a dit « Ouvre ceci avant que ton fils n'arrive ». Au moment où je l'ai ouverte, j'ai couvert mon visage, et je me suis effondré en larmes. Mon fils a acheté un camion de 90 000 $ à son beau-père, puis, il m'a dit qu'il ne pouvait pas payer mon médicament pour le cœur à 18 $. Laissez-moi répéter. Cela. Il a acheté un camion neuf, haut de gamme, toutes options, pour le père de sa femme. Et puis, quelques jours plus tard seulement, il s'est tenu dans ma caravane, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « Papa, je suis vraiment désolé, mais les temps sont trop durs en ce moment. » C'est à ce moment précis que mon monde s'est effondré. Pas avec un grand fracas, mais dans un murmure calme, presque désinvolte, qui a transpercé chaque souvenir de chaque nuit blanche. Des nuits passées à enchaîner les postes doubles, pour lui acheter des chaussures, pour lui payer des livres, et pour m'assurer qu'il ne se sente jamais pauvre. Je suis un homme simple. J'ai passé 32 ans de ma vie à travailler sur une chaîne de montage, dans une usine qui fabriquait des pièces pour du matériel agricole. Ce n'était pas glorieux, ce n'était pas facile, mais c'était honnête. C'était un salaire que j'étirais jusqu'à le rendre presque transparent, uniquement pour offrir à mon fils, Derek, une chance d'avoir une vie meilleure. Sa mère nous a abandonnés lorsqu'il avait 8 ans. Elle a dit qu'elle était fatiguée de la routine, fatiguée de la caravane, et fatiguée de moi. Elle a laissé un mot sur la table de la cuisine, et un trou dans mon cœur, de la taille d'un cratère. Mais j'avais Derek. Il était ma raison de me lever le matin. Il était la raison pour laquelle j'ignorais la brûlure dans mon dos, et la douleur dans mes articulations. Je me disais, tu pourras t'effondrer plus tard, pour l'instant, tu as un petit garçon à élever. Je l'ai élevé pour qu'il soit honnête, je l'ai élevé pour qu'il soit gentil. Je travaillais 14 heures par jour, rentrant souvent à la maison avec une odeur de graisse et de limaille de fer, juste pour payer ses crampons de football, ses sorties scolaires, et ses cours particuliers. Je n'avais pas l'argent pour un fonds d'études universitaires, pas vraiment. Mais je mettais de côté tout ce que je pouvais. Lorsqu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, je lui ai tendu une enveloppe contenant 4 000 $. Des billets usés, que j'avais économisés sur mes heures supplémentaires. Je lui ai dit, c'est pour ton avenir, Derek. Ne le gâche pas, va, et deviens quelqu'un. Il est allé à l'université, et il a rencontré une fille nommée Andrea. Elle était belle, intelligente, et venait d'une famille qui avait de l'argent. Du vrai argent. Il vivait dans une maison avec des colonnes sur le porche, et une pelouse toujours verte, même pendant la sécheresse estivale. Je me souviens de la première fois où je les ai rencontrés chez eux. J'ai conduit mon camion. Vieux de 15 ans, celui avec du ruban adhésif sur le rétroviseur, et je l'ai garé entre une Mercedes et une BMW. J'étais tellement fier de Derek. Il avait réussi à sortir du trou dans lequel j'étais né. Il portait une chemise à col, et parlait d'actions et d'immobilier. Je comprenais à peine ce qu'il disait, j'avais l'impression que nous parlions des langues différentes. Mais sa belle-mère, Carole, et son beau-père, Robert, ont toujours été polis. Ils avaient cette politesse froide. Ils me souriaient, mais je pouvais voir la pitié dans leurs yeux. Ils regardaient les callosités sur mes mains, ainsi que ma peau abîmée par le soleil, et je savais ce qu'ils pensaient, c'est donc son père, regardez d'où vient Derek. Je me disais souvent que je me faisais des idées, et que j'étais simplement insécure. Je me disais que Derek avait simplement grandi. C'était un homme désormais, avec sa propre famille. Il avait une femme, et par la suite une fille nommée Lily, ma petite fille, la lumière de ma vie. Je gardais Lily chaque fois qu'il me le
demandais, ce qui n'était pas aussi souvent que je l'aurais voulu, mais je prenais ce que je pouvais. Je l'emmenais au parc, lui achetais des glaces avec de l'argent que je ne pouvais pas vraiment me permettre de dépenser, et j'écoutais son rire. Ce rire balayait toutes ces années de travail exténuant, comme si ce n'était rien. Mais lentement, j'ai commencé à remarquer les fissures. Les appels téléphoniques de Derek devenaient plus courts, les visites se faisaient plus rares. Avant, il m'appelait le dimanche, juste pour parler de sport ou me demander un conseil. Désormais, il ne m'appelait que s'il avait besoin de quelque chose, ou s'il conduisait et n'avait rien de mieux à faire. Il a cessé de prendre des nouvelles de mon travail, il a cessé de s'informer sur ma santé. C'était toujours centré sur lui, son travail, sa promotion, sa nouvelle voiture, sa maison, sa vie. J'ai essayé d'être heureux pour lui. Vraiment, mais une partie de moi avait l'impression d'être laissé pour compte. Comme si le père qui avait tout sacrifié pour lui donner un élan, était devenu un rappel embarrassant de ses origines. J'incarnais le parc de caravane, le ruban adhésif, le parfum bon marché, tandis qu'il représentait le club privé, le SUV de luxe, les costumes sur mesure. Puis, la situation a empiré. Le père d'Andrea, Robert, a semblé porter un intérêt particulier à la carrière de Derek. Il était à la retraite, mais il connaissait du monde, il avait des relations. Il a aidé Derek à obtenir un meilleur travail. Un poste de cadre que je ne comprenais même pas. Derek devait beaucoup à Robert, et il a commencé à agir en conséquence. Il a commencé à appeler Robert, papa. Je ne sais pas pourquoi cela m'a fait aussi mal, mais j'ai eu l'impression qu'un couteau se tordait dans mes entrailles. J'avais été son papa pendant 35 ans. J'avais mérité ce titre avec de la sueur. Des larmes, et soudain, cet homme qui n'avait jamais changé une couche de sa vie, cet homme qui n'avait jamais fait une journée de travail manuel, recevait le respect après lequel j'avais tant soupiré. Mais je n'ai jamais rien dit. Je me suis mordu la langue. J'ai souri lors des réunions de famille, où je me sentais comme un fantôme à un banquet. J'ai tenu ma petite fille dans mes bras. Et j'ai essayé d'être reconnaissant. Il y a environ un an, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine. Ce n'était pas une crise cardiaque. Mais c'était une douleur sourde, constante. Mon médecin m'a dit que j'avais un problème cardiovasculaire, et que mon cœur faiblissait. Je n'allais pas mourir demain, mais si je ne me soignais pas, j'aurais de graves problèmes dans quelques années. Il m'a prescrit un médicament que je devais prendre tous les jours. C'était la seule chose qui calmait la douleur. J'ai fait une demande d'aide gouvernementale pour ce médicament, car j'avais désormais un revenu fixe. Ma pension couvrait à peine mon loyer et ma nourriture, et le traitement du dossier prenait une éternité. La bureaucratie était un cauchemar, les documents ne cessaient de se perdre. On me disait d'être patient. Alors, en attendant l'approbation, je devais payer de ma poche. Laissez-moi vous parler du coût. Le médicament coûtait 18 $ pour un traitement de 30 jours. C'est tout. 60 cents par jour. C'était la seule chose qui me séparait d'un lit d'hôpital. Je pouvais gérer le loyer, je pouvais me contenter de manger des nouilles instantanées et des œufs pour le dîner, mais je ne pouvais pas sauter ce médicament. Je me disais que tant que j'aurais cette pilule, tout irait bien. Je survivrais pour voir Lily obtenir son diplôme d'études secondaires, et peut-être même aller à l'université. J'avais réussi à m'en sortir pendant quelques mois. Je gérais mon budget d'un œil de lynx. J'éteignais la climatisation au milieu de l'été, juste pour économiser 10 $ sur ma facture d'électricité. Je marchais jusqu'au magasin au lieu de conduire, pour économiser l'essence. Je m'en sortais, tout juste. Puis, la mauvaise semaine est arrivée. Ce fut une semaine difficile, mon chèque de pension a été retardé. Il y a eu un bug dans le système. J'avais payé mon loyer,
mais il ne me restait plus que 23 $ en tout et pour tout. Il me restait quelques jours de médicaments. Mais je savais que j'allais devoir affronter la réalité. J'allais devoir choisir entre manger pendant les 2 prochaines semaines, ou acheter mes pilules. J'ai décidé d'appeler Derek. Je ne lui avais pas demandé un seul centime depuis qu'il avait terminé ses études supérieures. Je n'avais jamais demandé d'aide. J'étais trop fier, j'étais trop têtu. Mais là, il s'agissait de ma vie. J'ai composé son numéro, la gorge nouée. Il a répondu à la deuxième sonnerie, « Salut papa, quoi de neuf ?» J'ai essayé de paraître détendu, « Salut mon fils, comment vas-tu? Comment va Lily? Ça va. Écoute. Je suis un peu occupé là. Je rencontre un client dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? La précipitation dans sa voix m'a glacé. Je ne voulais pas être un fardeau, je n'avais jamais voulu être une charge. J'ai pris une grande inspiration, je déteste te demander ça, mon fils, mais je suis un peu dans le pétrin. Mon chèque de pension a été retardé, et j'ai besoin de renouveler mes médicaments. Ce n'est pas cher. C'est seulement 18 $. Est-ce que tu pourrais me dépanner en attendant que mon chèque arrive? Je te promets que je te rembourserai la semaine prochaine. Il y a eu une pause. Une longue pause douloureuse. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Puis, il a soupiré. C'était un soupir lourd, comme si je lui demandais un rein. Papa, a-t-il dit lentement, je suis vraiment désolé, mais les temps sont tellement durs en ce moment. Tu sais, avec l'hypothèque, les mensualités de la voiture, et l'école de Lily. Je n'ai tout simplement pas d'argent liquide en rab pour le moment. J'ai failli faire tomber le téléphone. De l'argent en rab? 18 $? Je n'arrivais pas à intégrer l'information, mon esprit est devenu vierge. Je me tenais dans ma petite cuisine étroite, tenant un téléphone sans fil à l'écran fissuré, et je regardais une pile de factures que je ne pouvais pas payer. Je ne te demande pas 100 $, mon fils, ai-je dit, la voix brisée. C'est 18 $ pour le médicament dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon cœur. Papa, je sais, je comprends. Mais je suis à court de ressources. Andrea et moi avons fait une réunion de budget, et nous réduisons toutes les dépenses. Pour les prochains mois. Je dois penser à ma famille. Ma famille. Il a dit. Ma famille. Il parlait de sa femme et de sa fille. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne faisais plus partie de cette catégorie. J'étais un étranger. D'accord, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. Je comprends. Je suis désolé de t'avoir dérangé. C'est bon, papa. Je t'appelle la semaine prochaine. C'était tout. Le déclic du téléphone raccroché a résonné dans ma caravane comme un coup de feu. Je suis resté là, pendant un long moment, à fixer le mur. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais trop choqué pour pleurer, je me sentais simplement engourdi. Je suis allé dans la salle de bain, et j'ai regardé mon flacon de pilules. Il m'en restait 3. 3 pilules pour la semaine à venir. J'en ai sorti une, et j'ai regardé le petit comprimé blanc. C'était la seule chose qui me maintenait en vie, et cela valait moins que ce que mon fils dépensait pour son café du matin, dans le salon de thé chic où il aimait aller. Ce soir-là, j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. J'ai pris un couteau, et j'ai coupé les pilules en 2. Je me suis dit que je prendrais une demi-dose, juste pour faire durer le traitement. Le médecin m'avait dit de ne jamais faire cela, que ce pouvait être dangereux, mais qu'étais-je censé faire d'autre? 3 jours plus tard, je faisais défiler Facebook sur mon téléphone. Dépassé. Je ne sais même pas pourquoi je regardais encore les réseaux sociaux. Ce n'était qu'un océan de gens publiant des photos de vacances et de dîners coûteux. Mais c'est alors que je l'ai vu, la photo d'un énorme camion rutilant.
Il était bleu nuit, avec des pneus massifs et des finitions chromées. Il était garé devant une maison que je ne connaissais pas, mais il ressemblait à un modèle d'exposition. La légende disait, une petite surprise pour le meilleur beau-père du monde. Il a travaillé dur sur sa ferme, et il avait besoin d'un nouveau véhicule. Merci. Derek, nous t'aimons. J'ai fixé la photo pendant un long moment. J'ai fait un zoom sur le camion, j'ai regardé l'intérieur luxueux, j'ai regardé le moteur massif. J'ai fait défiler les commentaires. Les gens félicitaient Robert, les gens louaient Derek, les gens parlaient de sa générosité. J'ai fait le calcul dans ma tête. Un camion comme celui-là, neuf, toutes options, coûtait 90 000 $. 90 000 $. Et il venait de me dire qu'il n'avait pas les moyens de me donner 18 $. J'ai ressenti cela comme un coup physique. Mon cœur, celui qui luttait déjà, s'est mis à marteler dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était un sentiment de trahison profond, dévastateur pour l'âme. C'est moi qui avais enchaîné les postes doubles pour qu'il puisse manger. C'est moi qui me m'étais privé pour qu'il ne manque de rien. Et j'avais été réduit à quelque chose de moindre que son café du matin. Je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas envoyé de message, je n'ai pas écrit de publication passive-agressive sur Facebook. Je suis juste resté assis là, dans le noir, ressentant tout le poids de ma solitude. Les jours suivants ont été un brouillard. Je suis allé à la pharmacie avec mes 2 derniers $, et j'ai supplié le pharmacien de me donner juste 3 pilules, juste assez pour tenir la semaine. C'était un homme bon, un jeune trentenaire qui portait des lunettes. Il me connaissait. Il a eu pitié de moi. Et m'a donné quelques échantillons, ne vous en faites pas pour ça. Monsieur. Henderson, a-t-il dit. Vous êtes un homme bon. Un homme bon. Mon fils ne le pensait pas. Mon fils venait de dépenser 90 000 $ pour un cadeau destiné à un homme qui n'avait même jamais tenu sa main lorsqu'il avait peur. Puis est arrivé le jeudi. C'était un après-midi pluvieux et misérable. La pluie tombait à verse, frappant contre le toit en tôle de ma caravane. C'était l'un de ces jours qui vous font vous sentir 2 fois plus vieux. J'étais assis dans mon fauteuil inclinable usé, à m'apitoyer sur mon sort, quand j'ai entendu frapper à la porte. Je ne recevais pas beaucoup de visiteurs. La plupart de mes anciens amis avaient déménagé, et mes frères étaient dispersés dans tout l'État. J'ai pensé que c'était le propriétaire qui venait se plaindre du robinet qui fuyait, celui que je n'avais pas eu l'argent de réparer. Je me suis traîné jusqu'à la porte, et je l'ai ouverte. Debout sur mon petit Porsche bancal, se tenait Robert. Sa femme attendait dans le camion. Non, pas son nouveau camion, l'ancien. Il était trempé par la pluie, il n'avait pas de parapluie. Il tenait quelque chose dans ses mains, une enveloppe Kraft. J'étais sidéré. Je n'avais pas parlé à Robert depuis des mois. Il n'était certainement jamais venu dans ma caravane auparavant. Il était vêtu d'un beau polo, mais la pluie l'avait abîmé. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il se tenait dans un égout. Monsieur Henderson, a-t-il dit, d'une voix formelle et un peu tremblante, puis j'entrais? J'ai hoché la tête, en me poussant. Ma caravane était en désordre, il y avait des livres partout, et c'était étouffant. J'ai débarrassé une pile de courrier de la petite table à manger, désolé pour le désordre, asseyez-vous. Il s'est assis, en plaçant l'enveloppe sur la table, entre nous. Il a regardé autour de la caravane. Il a vu les comptoirs fissurés, il a vu le sol affaissé, il a vu les flacons de médicaments posés sur le comptoir, à côté d'une pile de factures non payées. J'ai vu son regard s'attarder sur le flacon de médicaments. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé, la voix méfiante. Il s'est raclé la gorge, je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord,
mais je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. Je me suis préparé au pire. Je pensais qu'il allait me dire que Derek avait décidé de m'écarter de la vie de Lily, qu'il déménageait, ou que j'étais une mauvaise influence. Derek et Andrea ont eu des ennuis, a-t-il dit. Des ennuis financiers. La maison est trop chère, ils ont des dettes de carte de crédit. Ils nous ont emprunté de l'argent, à Carole et à moi. Je n'ai pas réagi, je l'ai juste fixé. Quand Derek m'a acheté ce camion, a-t-il poursuivi, il l'a fait pour impressionner Andrea. Et pour être honnête, il l'a fait pour me faire plaisir. Parce que je les avais beaucoup aidés. Mais je savais que c'était un achat stupide. Le camion est trop grand, je n'en avais pas besoin. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais il a insisté, il a dit que c'était un cadeau. Il m'a alors regardé, et pour la première fois, j'ai vu une véritable émotion dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la honte. Je ne savais pas pour l'appel téléphonique, a-t-il dit, en baissant la voix. Je ne savais pas que vous lui aviez demandé de l'aide. Il me l'a dit l'autre jour, il s'en vantait. Il a dit, j'ai dit à mon vieux de débarrasser le plancher, il fait toujours le parasite. Il en a ri. Mon sang n'a fait qu'un tour. Le parasite? Il m'a traité de parasite? J'étais furieux, a dit Robert. Je lui ai dit que c'était honteux, je ne pouvais pas croire qu'il traite son propre père de cette façon. L'homme qui l'a élevé. Il s'est interrompu, passant une main dans ses cheveux mouillés. Mais ce n'est qu'hier que j'ai compris la vérité. J'ai dû emmener ce camion pour un nettoyage complet, je suis allé à la concession pour obtenir des papiers, et j'ai vu le contrat. Il a poussé l'enveloppe vers moi, regardez. Mes mains tremblaient. J'ai sorti les papiers. C'était un contrat de prêt. La signature de Derek était partout, mais le prix était faux. Le camion ne coûtait pas 90 000 $, il coûtait 130 000 $. Le taux d'intérêt était astronomique. Derek s'était fait arnaquer. Il avait été tellement désespéré d'acheter l'affection de Robert, qu'il avait signé un prêt qui allait le ruiner. Il payait plus du double de la valeur du camion sur la durée du prêt. Il se noyait sous les dettes, et il essayait de prétendre qu'il était riche. Mais Robert ne s'est pas arrêté là. Il a sorti une autre feuille de papier, ce n'est pas le pire, a-t-il dit. Quand j'ai réalisé à quel point Derek était un pitoyable homme d'affaires, j'ai décidé de vérifier autre chose. Cette maison dans laquelle il vit, Andrea m'a dit que c'était un cadeau de votre part. J'ai cligné des yeux, quoi? Oui, a dit Robert, en hochant la tête. D'un air sombre. Elle m'a dit que vous leur aviez donné l'apport pour la maison. Que vous aviez hérité d'argent, et le leur aviez donné. Ils m'ont dit que c'était pour cela qu'ils n'avaient pas l'argent pour vous aider, parce que vous l'aviez depuis le début. J'étais sans voix. Je n'avais pas eu d'héritage, je n'avais rien. Je ne leur avais jamais donné un centime pour une maison, je n'avais même jamais vu leur relevé hypothécaire. Mais alors, la prise de conscience m'a frappé comme un camion. Un camion à 100 000 $. Ils avaient menti. Ils avaient menti à mon sujet à Robert et Carole, pour me faire passer pour un riche avare qui refusait de les aider. Afin de pouvoir justifier le fait de ne pas me soutenir. J'ai compris la vérité, a dit Robert. Vous ne leur avez rien donné. Ils ont menti. Ils ont dit que votre argent était caché, que vous refusiez de les aider à acheter la maison. Parce que vous étiez avide. Je n'arrive pas à croire que je les ai écoutés. Il m'a regardé, et ses yeux étaient brillants. Vous savez, je ne vous ai jamais beaucoup aimé, monsieur Henderson. J'ai toujours pensé que vous étiez ordinaire, que vous reteniez Derek vers le bas. Mais j'avais tort. J'ai été un imbécile. Il a pris ma main, il a vraiment tenu ma main, Derek est un menteur. Ce n'est pas l'homme que je pensais qu'il
Était. Et vous? Vous êtes l'homme que j'aurais dû être. J'ai senti les larmes monter dans mes yeux, mais je les ai retenues. Puis, Robert a regardé le flacon de médicaments sur le comptoir. Il l'a pointé du doigt. Est-ce que c'est? C'est 18 $, ai-je dit, la voix brisée. Je ne l'ai. Et pas. C'est mon médicament pour le cœur. Le visage de Robert est devenu pâle, il semblait sur le point d'être malade. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement levé, s'est dirigé vers l'enveloppe, et en a sorti une épaisse pile de billets. Il l'a posé dans mes mains. Prenez ceci, a-t-il dit. Allez à la pharmacie. Prenez vos médicaments, achetez de la nourriture, obtenez les meilleurs soins possibles. Et je vais me charger du reste. Mais ce n'est pas l'argent qui m'a le plus bouleversé, c'est ce qu'il a dit ensuite, ce n'est pas un cadeau. Monsieur Henderson. C'est un acompte, parce que je vais avoir besoin de votre aide. Je vais réparer tout cela. Pendant l'heure qui a suivi, Robert m'a expliqué les détails. Il allait à la banque pour transférer le prêt du camion à son propre nom. Il allait ramener le camion à la concession, et perdre de l'argent, juste pour empêcher Derek de couler. Mais, il allait aussi appeler un avocat. Je vais le démasquer auprès du reste de la famille. A dit Robert, auprès d'Andrea, auprès de Carole. Elles doivent savoir quel genre d'homme elle a épousé. C'est un escroc, un menteur, et je ne vais pas le laisser détruire la vie de sa femme juste pour entretenir son ego. Il m'a regardé. Mais j'ai besoin que vous soyez à mes côtés. Nous ne pouvons plus le laisser nous manipuler. Je ne savais pas quoi dire. Pendant des années, Robert avait été mon ennemi, mon rival, l'homme qui m'avait pris mon fils. Et maintenant, c'était lui qui était venu dans ma caravane sous la pluie pour me sauver. C'était lui qui me proposait de faire justice. La semaine suivante, Robert et moi nous sommes rencontrés en secret dans un restaurant. Il m'a montré les documents bancaires. Il avait remboursé le prêt du camion, il avait accepté la perte financière, mais il avait aussi découvert que Derek trompait Andrea avec une collègue de travail. C'était le dernier clou dans le cercueil. Je vais me confronter à lui, a dit Robert. Et je veux que vous soyez là. Je veux que vous le voyiez dire la vérité. Pour une fois dans sa pathétique vie. J'ai accepté. J'ai ressenti une colère féroce que je n'avais jamais connue. Ce n'était plus une question de 18 $. C'était à cause des années de mensonges, des années d'humiliation, et des années où j'avais été traité comme un fantôme par ma propre chair. Le jour est venu. Nous nous sommes réunis chez eux. Robert avait convoqué une réunion. Andrea était là, Carole était là, et Derek était là, l'air nerveux. Il ne s'attendait pas à ce que je sois présent. Il m'a souri, avec ce faux sourire charmeur qu'il avait perfectionné. « Salut papa », a-t-il dit, « que fais-tu ici ?»« C'est juste une réunion de famille. » Robert s'est avancé. « Non, Derek. Il s'agit de toi. » Il a présenté ses preuves. Il a parlé des dettes à Andrea, il lui a parlé des mensonges qu'il avait racontés, il lui a parlé de la maîtresse. Andrea n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle est juste restée là, figée. Elle a regardé Derek. Est-ce que c'est vrai? Le visage de Derek est devenu blanc. Il a essayé de mentir, il a essayé de se couvrir, ce n'est pas ce que tu crois. Papa, tu dois me croire. Mais je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, non. Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça, pas aujourd'hui. Tu as eu ta chance, tu as eu la chance d'être mon fils, et tu l'as gâché pour un camion. Il a ouvert la bouche pour protester, mais Robert l'a fait taire. Fais tes bagages, Derek. Tu quittes la maison. Andrea reste ici. L'expression sur le visage de Derek était une terreur absolue. Il n'était pas terrifié à l'idée de perdre sa femme, il n'était pas terrifié à l'idée de perdre sa fille.
Il était terrifié à l'idée de perdre la maison, l'argent, le statut social. À cet instant, je l'ai vu clairement pour la première fois. Ce n'était pas une victime des circonstances, c'était une victime de sa propre avidité. Il avait vendu son âme pour une vie qu'il ne pouvait pas se permettre, et il m'avait mis de côté parce que j'étais le rappel de la réalité à laquelle il essayait d'échapper. Il est sorti en trombe de la maison. Robert s'est approché de moi, et a posé une main sur mon épaule. Il t'appellera, a dit Robert, quand il sera brisé, quand il n'aura plus rien. Il reviendra en rampant. J'ai hoché la tête, je sais. Mais je ne serai pas là. Robert m'a regardé. J'ai regardé son camion par la fenêtre, celui que Derek lui avait acheté. Est-ce que tu veux le camion? M'a demandé Robert. Je l'ai fixé, je veux mes médicaments, ai-je dit. Je veux que ma petite fille me rende visite le dimanche, et je veux que mon fils me montre ce que signifie être un homme. Quelques semaines ont passé. Derek vivait dans un appartement bon marché. Son employeur a découvert sa liaison et ses problèmes financiers, il a perdu son travail. Andrea a divorcé, et elle a obtenu la garde exclusive de Lily. J'ai commencé à voir Lily plus souvent. Andrea l'amenait à ma caravane chaque week-end. La caravane était toujours petite, mais désormais, elle avait une nouvelle télévision, et le réfrigérateur était plein de nourriture. Robert s'en était assuré. Il m'avait donné une carte de débit, et m'avait dit de considérer cela comme un salaire, pour être son nouveau complice. Nous ne voyons pas cela comme de la charité. Nous voyons cela comme un partenariat. Un soir, j'étais assis sur mon porche. Lorsque j'ai vu une voiture s'arrêter. C'était Derek. Il avait l'air terrible. Il n'était pas rasé. Ses vêtements étaient froissés, et ses yeux étaient creusés. « Papa » a-t-il dit en s'avançant vers moi. Je ne me suis pas levé, je l'ai juste regardé. « Tu avais raison » a-t-il dit, la voix brisée. J'ai été un imbécile. J'ai tout perdu. Andrea a pris Lily, Robert me déteste, et je me noie sous des dettes que je ne peux pas rembourser. Qu'est-ce que tu veux, Derek? Il m'a regardé, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai regardé l'horizon. Le coucher de soleil était magnifique, le monde continuait de tourner. J'ai pensé au jour où il était un petit garçon assis sur mes genoux, me disant qu'il voulait être comme moi quand il serait grand. Je ne peux pas te donner d'argent, Derek, ai-je dit. Je n'en ai pas. Mais je peux te donner le même conseil que je te donnais quand tu étais petit, sois honnête, travaille dur, et ne prends jamais, au grand jamais, pour acquise les personnes qui t'aiment. Il s'est mis à pleurer. Il est tombé à genoux sur mon porche, s'il te plaît, papa. Je n'ai plus rien. J'ai posé mon regard sur lui, cet homme qui était mon fils. J'ai ressenti cette douleur dans ma poitrine. La douleur d'années de sacrifice. D'années d'amour, d'années de trahison. Je me suis levé, je suis rentré dans ma caravane, et j'ai fermé la porte. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain, le facteur est venu à ma porte. Il avait un colis, c'était une lettre de Robert. À l'intérieur, il y avait une photo de Robert, Andrea, Carole et Lily, tous souriant sur un bateau. Derrière eux, se trouvait un camion, mais ce n'était pas le camion coûteux. C'était un vieil utilitaire cabossé. Un camion qui était entièrement payé, et une note y était jointe, Monsieur Henderson, nous avons vendu le grand camion. Nous avons acheté celui-ci pour la ferme, il fait très bien l'affaire. Et voici le meilleur, j'ai utilisé une partie de l'argent restant pour créer un fonds d'études pour Lily. Pas un grand fonds, mais suffisant, parce qu'elle doit apprendre la valeur d'un dollar, et la valeur de la famille. Si vous avez besoin d'un trajet, je suis là. Et si vous voulez voir Lily, appelez simplement. Vous êtes son grand-père, vous
Le serai toujours. J'ai lu le mot 3 fois. Je l'ai mis dans ma poche, j'ai pris mon médicament, et je me suis assis sur mon Porsche. Derek est revenu à la caravane à plusieurs reprises, en suppliant. Je ne l'ai jamais laissé entrer. Je l'ai écouté pleurer, mais je n'ai pas ouvert la porte. Cela fait 1 an maintenant. J'ai vu Lily grandir, elle est en 2e année d'école primaire. Elle me fait des dessins, elle m'appelle papy. Elle ne sait rien au sujet de l'argent ou des mensonges, elle sait simplement que je suis son grand-père. Et Derek, lui, essaie toujours de reconstruire sa vie. Il cumule 2 emplois. Il rembourse ses dettes. Il m'appelle le dimanche, mais désormais, c'est différent. Il ne me supplie plus, il me parle simplement, comme nous le faisions avant. Il me parle du temps qu'il fait, il me parle de sa journée, il me parle de Lily. Je le laisse parler. Je le laisse s'excuser, mais je ne lui fais pas confiance. Pas encore. J'ai beaucoup appris cette année. J'ai appris que l'amour n'est pas une transaction. Qu'il ne s'agit pas de ce qu'on en retire, mais j'ai aussi appris qu'il faut se protéger. Il faut laisser les gens tomber, pour qu'ils puissent apprendre à voler. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, c'est de fermer la porte. Mon fils a acheté un camion de 90 000 $ à son beau-père, puis, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me payer mon médicament pour le cœur à 18 $. Mais ce jour-là, il m'a enseigné la leçon la plus précieuse de toutes, ce que je vaux réellement. Et il s'est avéré que ma valeur n'a jamais résidé dans l'argent que je possédais, elle était dans la porte que je pouvais fermer, et dans celle que je pouvais ouvrir pour ma petite fille. La vengeance ultime n'était pas de le faire souffrir. C'était de trouver la paix dans ma propre caravane, et de savoir que j'avais survécu, non pas grâce à lui, mais malgré lui. Et cela vaut bien plus que ce que n'importe quel camion n'a jamais pu acheter.